4 jours après son limogeage, l'ex-premier ministre Ousmane Sonko était déjà de retour hier au pouvoir, élu président de l'Assemblée nationale. Certains croyaient que le limogeage d'un premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Ousmane Sonko tient sa revanche sur le président Diomaye Faye, qu'il a sèchement démis de ses fonctions vendredi. Ce divorce au sommet de l'État marque la fin d'un redoutable tandem politique. Retour en 2024. Le Sénégal s'apprête alors à tourner la page du président Macky Sall. 12 ans de pouvoir, assombris par des violences politiques, des dizaines de morts et des centaines d'arrestations. Ousmane Sonko, figure populaire de l'opposition, ne peut pas se présenter à la présidentielle en raison d'une condamnation judiciaire. Il désigne son bras droit, Diomaye Faye, pour se lancer dans la course. Sonko moy Diomaye du waxantu. Du waxantu waaye Diomaye moy Sonko du waxantu. Sonko Diomaye, un ticket gagnant. L'un est élu président, l'autre devient Premier ministre. Mais les deux hommes se déchirent, notamment sur l'économie et la vertigineuse dette du pays, 132% du PIB. Le président Faye souhaite une aide du FMI, Ousmane Sonko se veut plus souverainiste, des dissensions sur fond de pauvreté dénoncées par des manifestants. L'électricité est chère, on n'a plus de travail, nous vivons une période tellement difficile. La société sénégalaise est traversée par une autre crise, une vague d'homophobie et des arrestations sans ménagement depuis l'adoption d'une loi qui punit sévèrement l'homosexualité. Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple. Alors, entre crise sociétale, politique et économique, le Sénégal, longtemps désigné comme un îlot de stabilité en Afrique, est-il à la dérive? Est-ce la fin de l'exception sénégalaise? Nos trois invités pour ce débat. Elgas, bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'IRIS, également producteur de l'émission Afrique, Mémoire d'un continent sur RFI. Et je cite votre dernier essai, Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. Et selon vous, malgré la situation de blocage politique au Sénégal, il n'y a pas à ce stade de menace directe contre les institutions, mais l'image romantique d'un Sénégal perçu comme un îlot de stabilité, de villégiature et de valeurs, de belles valeurs, prend aujourd'hui un coup sévère. À côté de vous, Niagali Bagayoko, bonsoir, politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Selon vous, si la relation s'est dégradée entre les deux leaders sénégalais, eh bien c'est notamment à cause de la gestion de certains dossiers, en particulier celui du remboursement de la dette qui est colossale. Il est tout à fait possible, ajoutez-vous, que les pouvoirs soient de plus en plus détenus par le Parlement plutôt que par le président. Et à côté de vous, Anna Sylvestre Trainer, bonsoir, rédactrice en chef du service Afrique au quotidien Le Monde. Selon vous, sur la question de l'homosexualité réprimée de plus en plus durement au Sénégal, c'est évidemment très préoccupant pour les libertés et les droits humains. Et vous ajoutez, la question est de savoir si on est face à un régime profondément homophobe, ou si cette mesure relève aussi en partie d'une logique populiste. On développera bien sûr au cours du débat, mais on démarre le débat, Benjamin, avec la couleur du jour. Oui, blanche, comme la tenue portée hier par de nombreux députés, soutien d'Ousmane Sonko pour son élection donc à la tête de l'Assemblée nationale. Après son éviction du poste de Premier ministre, regardez, on le voit sur ces images, il est acclamé. Il y a plusieurs symboles, Elgas, au port de cette couleur blanche. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Couleur de la pureté, des tonalités un peu prophétiques avec la chanson qui a été entonnée, justement. Mais on est Quelle dans chanson, pardon ? Une chanson, bon, je risque de massacrer le titre, un peu messianique, qui a été chantée à la gloire du prophète Mohammed. Et donc la symbolique, elle est très très forte. Elle a prêté à sourire, parfois à controverse d'ailleurs hier, mais elle emprunte finalement quelque chose de l'ordre de l'aura messianique de Ousmane Sonko. Moi, j'ai fait justement une enquête sur les ressorts de sa popularité. Oui. Sonko jusqu'à la mort, c'est un texte que j'avais publié dans Afrique 21. Un long reportage sur les ressorts de sa popularité. Il y a justement cet ancrage messianique religieux. Et aussi une volonté justement chez Pastef de retourner le stigmate aussi. Son parti. Voilà, oui. Pastef, son parti. Quand on considère les militants de Pastef comme fanatiques, zélés, ainsi de suite, ils ont tendance à s'approprier les reproches pour les renvoyer à l'accusateur. Et donc, on les avait accusés d'être des fanatiques. Ils font peut-être quelque chose de l'ordre de l'ironie
ou du zèle excessif. Donc il faudra justement trancher, peut-être la suite nous le dira. Alors sur le fond, Anna Sylvestre-Trainer, l'opposition a boycotté cette séance et a dénoncé un coup d'État constitutionnel. Pourquoi donc ? Alors, l'opposition considère que Ousmane Sonko ne pouvait pas regagner son siège de député. Et c'est bien le fait qu'il reprenne son siège de député qui a permis ensuite qu'il soit élu au perchoir. Donc c'est pour ça qu'il boycottait. C'était un signe de protestation. Cela dit, eh bien, les plus hautes autorités judiciaires de l'État ont estimé qu'il avait le droit juste avant que ce vote ait lieu. Donc, a priori, cette polémique-là est éteinte. Mais Niagalé Bagayoko, ils étaient amis, ces deux-là. Que s'est-il passé exactement ? Ce sont des divergences de pouvoir ou idéologiques, d'ambition ou idéologiques ? Alors, ils étaient amis, comme vous le savez, l'amitié en politique a des limites dans toutes les contrées. Et le Sénégal n'y fait pas exception. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il est important de rappeler que Bassirou Diomaye Faye est devenu président parce que Ousmane Sonko a été empêché de se présenter, en fait. Pourquoi a-t-il été empêché ? Il a été empêché parce qu'il était condamné pour des propos diffamatoires et donc sa candidature n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Donc, pour que le PASTEF l'emporte... Le parti, en l'occurrence, donc, de ces deux hommes. Le parti de ces deux hommes, donc le parti des patriotes africains, je ne vais pas vous dire pour l'éthique, etc. Je vais pas... Et la fraternité. C'est ça, nous énumérer l'acronyme. Voilà, je l'ai fait quand même. Oui, mais c'est bon à savoir. Voilà. En réalité, pour battre le camp de Macky Sall, il y avait une telle mobilisation en faveur du PASTEF que la seule solution a été de trouver un autre candidat. Et le slogan était de dire, en Wolof, pardon, que je ne parle pas, Bassirou et Sonko. Donc ils étaient, ce qui signifiait qu'ils étaient la même personne, quasiment interchangeables, et surtout totalement solidaires l'un de l'autre. Le pouvoir et son exercice étant forcément porteur de dissensions, on a vu un fossé se creuser de manière croissante, notamment sur les questions économiques, avec la question de la gestion de cette dette absolument colossale. On va y revenir tout à l'heure, mais on va en passer par une archive. Là, vous évoquez une classe politique qui est franchement déchirée, et on est très loin du discours unificateur du père de l'indépendance, Senghor, un discours qui avait donc été administré en 1960 et qui disait « Nous devons communier dans un commun vouloir de vie commune ». Un an après l'indépendance, je ne vous apprends rien, l'unité existait toujours. On est en 61, c'est notre archive. Aux accents de l'hymne sénégalais, Dakar a fêté avec solennité le premier anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Aux côtés de Léopold Senghor, président de la République, les délégués de 72 nations assistaient à cette manifestation qui constatait la maturité et la cohésion de la jeune nation. Le chef du gouvernement, les chefs des États africains d'expression française, M. André Malraux, représentant la France, assistaient au défilé qui clôturait ces journées historiques et où s'unissaient toutes les forces vives du pays. L'armée, les organisations ouvrières et la jeunesse. Le Sénégal entier a participé à ces réjouissances. Venus des provinces éloignées, des groupes ont donné le spectacle de leurs danses ancestrales. Un Sénégal aux multiples aspects, mais à la fois enthousiaste et uni. Vision de l'époque, en 1961. Elgas, aujourd'hui, la population sénégalaise, vous dirait qu'elle est, à contrario, fracturée par rapport à ce qu'on vient de voir ? Oui, l'extrait est daté. Alors, fracturé, oui, parce que l'élection de 2024 avait des allures référendaires, parce qu'on sortait justement d'un règne de 12 ans de Macky Sall, qui s'était essoufflé, qui s'était un peu renfermé dans une logique aussi répressive vers la fin. Et donc cette dualité entre Ousmane Sonko et Macky Sall a même fait naître une certaine forme de climat insurrectionnel dans le pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a près de 80 morts, justement, et que ça a été une séquence d'une grande violence traumatique au Sénégal. Donc la fracture, sa généalogie, elle tient à sa genèse de ce moment-là. Et après, elle s'est incarnée, justement, à l'intérieur de PASTEF, parce qu'on voit finalement que c'est le président de la République, c'est un président qui a le squelette institutionnel, mais qui n'a pas la chair politique. Parce que la chair politique, celui qui en est le dépositaire, c'est Ousmane Sonko. Donc il y a les prémices d'une fracture à l'intérieur de PASTEF, mais aussi des fractures à l'intérieur, justement, du pays. Parce que la radicalisation de la scène politique a
jeté quelque chose de finalement assez nouveau dans la scène politique sénégalaise, une certaine forme d'animosité, d'extrémité, de violence, et que l'on retrouve aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, il y a à l'intérieur de quelques familles parfois des gens qui ne se parlent pas, qui sont dans une forme de déchirement absolu, parce qu'ils n'appartiennent pas au même bord politique. Et là, on le retrouve aussi à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce point est important, parce qu'on n'a pas encore basculé dans une crise ou un chaos institutionnel. On est dans un exercice démocratique intense, où les partis usent de ruse, d'ingénierie politique, de souplesse pour épouser la panoplie des outils qu'offrent la démocratie, les institutions et les juridictions. Anna Sylvestre-Trainer, est-ce que sur le plan sociétal, il y a une forme de régression? Beaucoup d'associations féministes évoquent le fait qu'il y a de plus en plus de féminicides, que la parité est une notion pas complètement prise en compte. Suppression du ministère de la Femme, est-ce qu'il y a un problème là aussi par rapport à la question de la femme? Je crois qu'on assiste au Sénégal à une vague effectivement assez conservatrice, mais d'ailleurs c'est pas simplement au Sénégal, hein. On le voit dans d'autres pays de la région et on le voit même sur le plan mondial, je crois. Et le Sénégal n'y échappe pas. Effectivement, je crois que sur la question des droits des femmes, et puis on en parlera, je crois, des droits des homosexuels, d'un certain nombre de minorités, effectivement, on est face à une régression assez préoccupante. En tout cas, c'est ce que nous disent, nous, les associations qu'on contacte. Alors, on va évoquer précisément ce qui se passe autour de la criminalisation accrue de l'homosexualité. On en parle avec vous, Anna, et une vague d'homophobie assumée. Oui, la loi criminalisant l'homosexualité sera l'une des premières que je ferai voter, promettait Ousmane Sonko en 2022. 4 ans plus tard, c'est chose faite. Les homosexuels encourent désormais des peines de prison de 5 à 10 ans pour actes contre nature, 2 fois plus lourdes que par le passé, avec des amendes qui peuvent atteindre les 15 000 € dans un pays où le salaire moyen tourne autour de 150 €. Cette loi, elle place par ailleurs l'homosexualité dans la même catégorie que la zoophilie, la pédophilie et la nécrophilie. Mais surtout, depuis qu'elle a commencé à être étudiée, une vague d'homophobie, vous l'avez dit, est déferlée dans tout le pays. Menaces, insultes, raquettes, agressions physiques et maintenant des arrestations qui virent à la traque dans un climat de délation. Une centaine de personnes homosexuelles ont été interpellées. Les autres vivent dans la peur. L'association française Stop Homophobie dit avoir reçu en 2 mois plus de 3000 appels de Sénégalais en détresse qui cherchent à quitter le pays par tous les moyens. Mais à l'échelle du continent, vous le disiez, le Sénégal est loin d'être une exception. 30 autres pays criminalisent l'homosexualité. En Ouganda, par exemple, depuis 2023, on risque la prison à vie pour une relation sexuelle avec une personne du même sexe. En Mauritanie, en Somalie et au Nigeria, c'est carrément la peine de mort. Niagale Bakayoko, certains de ces pays évoquent comme argument la notion de souveraineté culturelle. Est-ce que cet argument, il est recevable du point de vue des droits humains ? Du point de vue des droits humains, bien entendu que non, il n'est pas recevable. Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'il s'agit d'un phénomène très profond d'un point de vue sociétal. Les mesures qui sont prises en la matière ont un caractère démagogue d'une certaine manière, dans la mesure où on est face à des sociétés africaines extrêmement conservatrices, extrêmement attachées à des valeurs morales, très traditionnelle, ce qui ne veut pas dire que l'homosexualité n'existe pas, mais elle est tolérée à partir du moment où elle n'est pas affirmée, où elle reste invisible. Mais ce caractère totalement moraliste et conservateur est le propre de très très nombreuses sociétés sur le continent. Mais justement, Elgas, cet ancien Premier ministre Ousmane Sonko évoque à propos des condamnations internationales la tyrannie de l'Occident. Oui, il fait dans une grammaire qui est assez connue, en quelque sorte, c'est-à-dire dire que l'homosexualité est un ruissellement occidental vers les terres africaines qui seraient pures. Et donc, il sait qu'il a là un capital de sympathie, un capital de popularité, et c'est une forme d'assurance-vie quasiment pour tout le monde, parce que il y a tellement un rejet fort des populations elles-mêmes, bâties en partie sur la tradition, sur la religion, que c'est un coup politique gagnant à tous les coups. Et donc, ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'il y a une homophobie qui était là, qui a toujours été présente. On a vu des corps exhumés de cimetières parce que c'était des prétendus homosexuels. On a vu des lynchages d'une certaine manière. Ça date d'il y a 10, 15 ans, qu'il y a toujours eu. Ce qui relevait du fait divers,
est devenu maintenant un fait national, avec l'assentiment et la sophistication de la répression. C'est ce qui est nouveau. Et le climat qu'on a aussi installé, c'est un climat de tétanie, et jusqu'aux forces les plus progressistes et les plus humanistes n'osent plus tellement en parler, parce que c'est mettre sous le coup de la ruine son capital de popularité, son capital de sympathie, mais il ne faut pas avoir honte justement d'être humaniste, et les scènes que l'on voit sont des scènes qui sont douloureuses à voir, et plus le reproche émane de l'Occident, plus il sera un carburant retourné à l'Occident. Alors, il y a eu de nombreuses réactions internationales, par exemple un ministre wallonne qui remet en cause le financement au Sénégal de projets liés au climat. Écoutez l'ex-premier ministre donc Sonko qui a vertement réagi à ces critiques en dénonçant donc la tyrannie de l'Occident. J'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. Mais nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Il y a moins de 5 ou 10% de la population mondiale, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils maîtrisent les médias, qui veulent imposer leur dictat, leur culture, leur civilisation. D'ailleurs, on n'osera pas parler de civilisation avec cette affaire-là, parce que ce n'est pas de la civilisation, et qui veulent aujourd'hui l'imposer au reste du monde. Au nom de quoi ? Anna Sylvestre-Trainer, c'est donc une sorte d'homophobie d'État, mais qu'est-ce qu'il faut y voir? Un instrument de diversion par rapport aussi, on y vient, à la situation économique compliquée au Sénégal aujourd'hui? C'est cela qu'il faut y voir? Oui, mais mes camarades l'ont dit, je crois qu'il y a une part de démagogie et de populisme là-dedans. C'est-à-dire on cible une minorité pour détourner le regard. Moi j'allais le prendre dans l'autre sens, mais c'est la même chose. On concentre les regards là-dessus, on occupe la foule là-dessus, et puis on espère que le reste sera oublié. Et je pense qu'il faut se souvenir aussi de l'espoir et de l'adhésion que suscitait Ousmane Sonko et donc Bassirou Diomaye Faye lors de leur accession au pouvoir il y a 2 ans. Il y a seulement 2 ans. Il y a seulement 2 ans, ils sont arrivés sur un programme de rupture. Ils étaient jeunes, ils incarnaient autre chose que la vieille classe politique que l'on connaissait par cœur, qui était celle du président précédent Macky Sall. Et en réalité, depuis 2 ans, ils ont bien du mal à mettre en œuvre ce programme-là. Ils ont bien du mal à satisfaire les espoirs de ces populations. Et donc je pense qu'effectivement, cette loi, cette criminalisation de l'homophobie, elle sert aussi à cela. Donc il y a un chômage important. Vous le disiez, Nagalé Bagayoko, il y a une dette très importante, 132% du PIB. Qu'est-ce qui les oppose tous les deux, là aussi sur le fond, économiquement? Vous commenciez à en parler tout à l'heure. On reste toujours dans un rapport à l'extérieur, dans un rapport aux partenaires internationaux. Sur la souveraineté, quoi, en quelque part. C'est exactement ce que j'allais dire. Le PASTEF est un mouvement qui est très intéressant parce que c'est un mouvement qui a indéniablement accédé au pouvoir de manière démocratique, indéniablement, en mobilisant toute la société, toutes les institutions et toutes les générations aussi, c'est important de le dire, mais qui, dès le départ, avait cette composante très traditionnaliste et qui est un parti que moi je qualifie de ultra-souverainiste, ultra-patriote, ultra-nationaliste. Et c'est par rapport à cela, à ces valeurs-là, qu'il se détermine, notamment Ousmane Sonko, vis-à-vis des institutions internationales du type FMI. Qui ne veut pas du soutien du FMI, alors que Faye, le président Faye, alors que le président Diomaye Faye est beaucoup plus favorable à cette option-là. Et donc, l'ex-premier ministre Ousmane Sonko était plutôt partisan d'une renégociation de dette de manière bilatérale, en réalité. Peut-être nuancé, je pense qu'au début de la mandature, il y avait des volontés justement de discuter avec le FMI, piloté sous justement le patronat bien sûr du Premier ministre. La divergence, elle n'est pas tant idéologique que dans la méthode, dans la manière de faire. C'est-à-dire le récit qui est en train d'émerger, qui explique qu'il y aurait un noyau dur de PASTEF radical, souverain, et que le président serait une forme de traître dans l'acte de trahison, ce qui expliquerait le divorce, c'est peut-être souscrire à un narratif qui est un narratif que produit PASTEF pour s'auto-légitimer d'une certaine manière, pour ne pas assumer le bilan des 2 ans qui est là. Les comptes de l'État ont été sévèrement grevés par l'ancien régime. Ça, c'est une vérité absolue. Maintenant, qui a été caché même. Oui, qui a été caché, dissimulé par des mécanismes tenant de la ruse politique, parce que c'est finalement des montages financiers qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est regarder le tableau général. Et puis, d'une certaine manière, le discours souverainiste
est un discours qui a toujours été dans l'agenda médiatique et intellectuel du continent. À chaque fois qu'on le manie plus ou moins et avec habileté, on sait qu'on a les populations avec soi. Et il y a là un acteur charismatique, avec une aura, et qu'il manipule très 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 bien et qui sait justement comment obtenir des succès politiques avec ce discours. Sylvestre Trainer, il y a donc une méfiance, une division vis-à-vis du Fonds monétaire international et vis-à-vis de la France. Alors comment se situe ce duo d'hommes? Ils divergent là aussi? Moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, ces derniers temps, ils divergent un petit peu. Alors, pas au moment de leur élection. Hein. 2 ans, c'est court, mais là, ça paraît être une éternité. J'ai été frappée il y a 15 jours, 3 semaines, je me souviens même plus quand c'était, au sommet entre la France et les États africains à Nairobi, où il y avait le président Macron qui s'est mis en scène comme ça pendant 2 jours. Alors, il allait faire son footing, etc. Et à un moment, il a joué au basket. Il a joué au basket avec le président sénégalais. Il se trouve que j'y étais dans le cadre de mon travail et j'étais frappée. Je me disais, tiens, il s'affiche comme ça avec le président français. Tiens, c'est pas tout à fait, normalement, leur programme et leurs propos. Bon, voilà, Bassirou Diomaye Faye l'a fait, sans doute un peu pour embêter Ousmane Sonko. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon Parce que là, vous évoquez Bassirou Diomaye Faye, le même qui avait dit « La souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires françaises sur notre terre ». Il n'y a plus de bases militaires et il n'y a plus depuis un an. Sur leur terre. C'est justement l'élément important. Ça a été l'une des premières décisions qui a surpris la France, d'ailleurs, de décider de mettre un terme aux bases françaises prépositionnées de manière permanente sur le territoire du pays et qui a été reçue de manière extrêmement positive par l'opinion publique sénégalaise, donc qui a vu dans les actes un acte de souverainisme vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Mais Elgas, est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un risque d'islam radical au Sénégal qui pourrait peut-être influencer le gouvernement? Alors, je ne voudrais pas sombrer dans le catastrophisme. Le Sénégal a un islam confrérique qui n'est pas un rempart définitif contre l'islam un peu plus radical. Mais la sous-région est en perpétuelle tension. Et donc, avec le Mali tout proche. Oui, le Mali tout proche avec les récents développements. Donc il y a une exigence de vigilance. Je pense qu'il ne faut pas tout à fait condamner justement ce duo qui se fracture à la tête de l'État. Il faut leur laisser faire leurs preuves, même si on est dans un temps d'intensité démocratique. Mais je pense que le Sénégal est encore sur des piliers institutionnels, sur des piliers de valeurs, en tout cas autres que sociétales, qui peuvent encore tenir. Et justement, tout discours venant de l'extérieur peut avoir un effet contre-productif. Il faudrait que les Sénégalais à l'intérieur se battent, et c'est ce qu'il faut essayer de souhaiter. Et espérer. Et en tout cas, c'est le mot de la fin. Et merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat.